Le 1er août 1944, quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, chef, Versailles, France, le général Dwight D. Eisenhower se tient debout devant une grande table cartographique étudiant les positions des forces alliées en Normandie. Son état-major supérieur l'entoure, des officiers britanniques, américains, canadiens, tous analysant le même problème. Comment sortir de Normandie ? Depuis 2 mois, les forces alliées se freinent péniblement un chemin à travers les haies normandes. Les progrès se mesurent en mètres, pas en kilomètres. Les pertes s'accumulent, les Allemands se défendent brillamment. Nous avons besoin d'une percée. Eisenhower dit quelque chose de décisif. Quelque chose qui nous sorte de cet étranglement et nous mène en terrain découvert. Le général Omar Bradley pointe la carte. L'opération Cobra concentrera nos bombardiers ici, ouvrira une brèche dans les lignes allemandes, puis nous pousserons avec les blindés. Combien de temps faudra-t-il pour exploiter la percée ? Demande Eisenhower. Si nous avons de la chance, 1 semaine pour avancer de 80 km. Eisenhower acquiesce. Ce n'est pas rapide, mais c'est un progrès. Puis un officier de liaison britannique entre dans la pièce. « Monsieur, j'ai un message urgent de la 3e armée. » Eisenhower lève les yeux. La 3e armée, l'armée de Patton, vient d'être activée. Elle est censée traverser la brèche créée par la 1re armée et exploiter la percée. « Que veut Patton maintenant ?» demande Eisenhower, déjà fatigué. L'officier lui tend le message. Eisenhower le lit une fois, puis à nouveau son expression passe de la concentration à l'incrédulité. Il ne peut pas être sérieux, monsieur. Eisenhower lit à voix haute. 3e armée avançant vers le sud en direction de la Bretagne, sécurisera la péninsule dans les 4 jours, puis pivotera vers l'est en direction de Paris. Demande l'autorisation de continuer l'avance aussi loin que les approvisionnements en carburant le permettront. Bradley semble choqué. 4 jours. La péninsule bretonne, c'est plus de 160 km de territoire contesté. Je sais quelle est la distance, dit doucement Eisenhower. Monsieur, c'est impossible. Aucune armée ne peut se déplacer aussi vite. Rien que la logistique. Eisenhower lève la main. Il décroche un téléphone. Passez-moi le quartier général de la 3e armée. J'ai besoin de parler immédiatement au général Patton. 2 minutes plus tard, la voix de Patton grésille sur la ligne. Ici, Patton. George, je regarde votre plan de mouvement proposé. Vous prévoyez d'avancer de 160 km en 4 jours. C'est exact. À travers un territoire ennemi avec un carburant limité contre la résistance allemande. Également exact. George, ce n'est pas du tout possible. Patton l'interrompt. Monsieur, les Allemands sont dans le chaos. Leurs lignes s'effondrent. Si nous avançons vite, je veux dire vraiment vite, nous pouvons être en Bretagne avant même qu'ils ne réalisent que nous avons percé. Mais seulement si nous bougeons maintenant. Eisenhower regarde Bradley, qui secoue la tête avec scepticisme. George, même si vous pouviez avancer aussi vite, les lignes d'approvisionnement ne suivront pas. Elles suivront, dit Patton avec confiance. Monsieur, nous avons peut-être une fenêtre de 48 heures pendant laquelle les Allemands sont désorganisés. Si nous attendons une logistique parfaite, nous perdons cette fenêtre. Donnez-moi la permission d'avancer. Je m'occuperai des approvisionnements plus tard. Eisenhower ferme les yeux. Toute doctrine militaire dit qu'on ne dépasse pas ses lignes d'approvisionnement. On n'avance pas plus vite que sa logistique ne peut le supporter. On consolide puis on avance méthodiquement. Mais Patton n'a jamais suivi la doctrine. D'accord, George. Vous avez la permission d'avancer, mais si vous tombez en panne de carburant et que vous êtes bloqué, je ne le serai pas, dit Patton. 3e armée, terminée. La ligne se coupe. Bradley regarde Eisenhower. Monsieur, il va trop s'étendre. Il va manquer de carburant et laisser son armée bloquée en profondeur en territoire ennemi. Eisenhower fixe la carte. Peut-être. Ou peut-être qu'il fera quelque chose que personne ne pensait possible. 3 jours plus tard, Eisenhower recevra un autre message, et quand il le lira, il dira 5 mots qui définissent toute la carrière militaire de Patton. Voici cette histoire. Section 1, la percée du 25 au 30 et 1 juillet 1944. Normandie, opération Cobra, la campagne de bombardement massif suivie d'un assaut blindé ouvre une brèche dans les lignes allemandes. Les forces américaines se déversent à travers. La 1re armée avance, puis la 3e armée, nouvellement activée sous Patton, surgit en avant. Patton ne consolide pas, ne fait pas de pause pour organiser les lignes d'approvisionnement, n'attend pas que les unités de flanc rattrapent. Il attaque immédiatement avec tout.
Continuez à avancer, ordonne-t-il à ses commandants de division. Ne vous arrêtez pour rien. Si vous manquez de carburant, siphonnez-le des véhicules allemands capturés. Si vous manquez de munitions, utilisez les munitions allemandes capturées. Continuez simplement à avancer. Ces commandants de chars sont stupéfaits par le rythme. Ils avancent de 32 km le premier jour, 48 km le deuxième jour, 64 km le troisième jour. Les forces allemandes, déjà ébranlées par la percée, ne peuvent pas répondre. Au moment où elles identifient où se trouve la troisième armée, Patton a déjà dépassé cette position. Où est Patton ? Devient la question la plus urgente au quartier général allemand. Ils ne savent pas parce que Patton se déplace trop vite pour être suivi. Section 2. La course vers Avranches. 30 et 1 juillet 1944. Avranches, une ville critique contrôlant l'accès à la Bretagne. Les forces allemandes tentent d'établir une ligne défensive. Si elles peuvent tenir Avranches, elles peuvent bloquer l'avance américaine. Patton ne leur laisse pas le temps. Les chars de la 3e armée atteignent Avranches avant l'arrivée des renforts allemands. La ville tombe en quelques heures. La Bretagne est ouverte, dit Patton à son état-major. Nous y allons, monsieur, ne devrions-nous pas consolider ? Faire venir des approvisionnements et de l'aide, demande-t-on. Non, aboie Patton. Nous consolidons et les Allemands ont le temps de s'organiser. Nous y allons maintenant pendant qu'ils sont encore confus. Sa 4e division blindée fonce en Bretagne. La 6e division blindée suit. Les divisions d'infanterie se déversent à travers la Brèche. En 48 heures, 3 divisions entières traversent la Bretagne en courant, avançant si vite que les camions d'approvisionnement ne peuvent pas suivre. Au chef, les officiers fixent la carte avec incrédulité. « Cela ne peut pas être exact », dit un officier britannique. « Ces marqueurs de position doivent être faux. La 3e armée ne peut pas être déjà aussi loin en avant. » « Je l'ai confirmé 3 fois, répond l'officier de renseignement. Patton est exactement là où la carte le montre, et il continue d'avancer. Section 3. La crise du carburant, 3 août 1944, quartier général de la 3e armée. L'intendant de Patton apparaît, l'air inquiet. « Monsieur, nous avons un problème. »« Quoi ? Le carburant, nous en manquons. Les camions d'approvisionnement ne peuvent pas suivre l'avance. Au rythme de consommation actuel, nous serons à court de carburant dans 36 heures. » Patton n'hésite pas. « Alors nous ferons durer le carburant 36 heures. Après cela, nous capturerons des dépôts de carburant allemands et utiliserons leur carburant. Monsieur, c'est de la logistique créative. » Patton l'interrompt. « Les Allemands ont du carburant, nous le leur prendrons. En attendant, réduisez les allocations de carburant aux véhicules non combattants. Chaque litre va aux chars et aux véhicules de combat. Tout le reste marche. Monsieur, le personnel du quartier général ne peut pas marcher. Alors ils peuvent sacrément bien apprendre, aboie Patton. Cette armée va continuer à avancer, même si je dois pousser les chars moi-même. Il donne des ordres. Les véhicules allemands capturés seront utilisés pour le transport d'approvisionnement. Le carburant sera récupéré de l'équipement allemand détruit. Les véhicules non essentiels seront abandonnés. C'est de la logistique par improvisation. Cela ne devrait pas fonctionner, mais cela fonctionne. Section 4, 4 août 1944. Le message. 4 août 1944. Quartier général du Chaef. Un message urgent arrive de la 3e armée. La 4e division blindée a sécurisé Rennes. La 6e division blindée approche de Brest. Les divisions d'infanterie contrôlent toutes les routes principales de l'est de la Bretagne. Demande d'ordre supplémentaire. Un officier marque les positions sur la carte. Eisenhower s'approche, tasse de café à la main. Il jette un coup d'œil à la carte puis se fige. Quand ce message a-t-il été envoyé ? Il y a 10 minutes, monsieur. Eisenhower fixe la carte. Les forces de Patton sont à plus de 160 km de leur point de départ. En 4 jours. C'est impossible, dit-il doucement. Monsieur, nous avons confirmé les positions. La 3e armée est exactement là où elle le signale. Eisenhower pose sa tasse de café. Il se penche sur la carte, traçant l'itinéraire emprunté par la 3e armée. Bon Dieu, dit-il, il est déjà là-bas. Bradley, debout à proximité, regarde la carte et secoue la tête avec incrédulité. Nous nous attendions à ce que cela prenne 2 semaines, au minimum. Il l'a fait en 4 jours. Comment ? Demande Eisenhower. Comment a-t-il pu se déplacer aussi vite ? Personne n'a de réponse. Plus tard ce jour-là, Eisenhower envoie un message à Patton. Félicitations pour avoir atteint les objectifs en avance sur le calendrier.
Réalisation remarquable. Cependant, vous êtes maintenant dangereusement à court de carburant. Recommande de consolider les positions jusqu'à ce que les lignes d'approvisionnement rattrapent. La réponse de Patton arrive 1 heure plus tard. Reconnaît la pénurie de carburant. Cependant, les positions allemandes, à Lorient et Saint-Nazaire, sont toujours inoccupées. J'ai l'intention de les sécuriser avant que les Allemands ne se renforcent. Nous nous occuperons du carburant plus tard. Eisenhower lit le message et rit. Un rire fatigué, incrédule. Il est à court de carburant et il veut continuer à attaquer. Devrions-nous lui ordonner de s'arrêter ? Demande Bradley. Eisenhower réfléchit. Selon toutes les règles de la logistique militaire, il devrait ordonner à Patton de s'arrêter, de consolider et d'attendre les approvisionnements. Mais Patton gagne plus vite que quiconque ne le pensait possible. Non, dit finalement Eisenhower, laissez-le continuer, mais assurez-vous que tous les camions de carburant disponibles sont dirigés vers la 3e armée. Tout ce dont Patton a besoin, il a la priorité. Section 5, la réaction allemande. 5 août 1944. Quartier général de la 7e armée allemande. Le général Paul Hauser fixe les rapports de renseignement avec une alarme croissante. La 3e armée de Patton a avancé de plus de 160 km en 4 jours. Oui, mon général, ce n'est pas possible. Aucune armée ne peut se déplacer aussi vite. Le renseignement doit être faux. Nous l'avons confirmé par plusieurs sources, insiste l'officier de renseignement. Les forces américaines sont à Rennes, approchent de Brest, contrôlent la Bretagne. C'est Patton, cela doit être lui. Haussé s'assoit lourdement. S'il est en Bretagne, tout notre flanc ouest est exposé. Il pourrait pivoter vers l'est et être derrière nos lignes en quelques jours. Quels sont vos ordres ? Haussé n'a pas de bonnes options. Il n'a pas assez de force pour défendre partout. Patton se déplace trop vite. Reculez, dit-il finalement. Établissez des positions défensives plus à l'est. Nous ne pouvons pas arrêter l'avance de Patton. Nous ne pouvons qu'essayer de la contenir. C'est un aveu tacite. L'Allemagne a perdu l'initiative. Ils n'attaquent plus, ils réagissent. Et réagir à Patton signifie toujours avoir un temps de retard. Section 6, 6 au 10 août. Le pivot. Ayant sécurisé la majeure partie de la Bretagne, Patton fait quelque chose que les Allemands n'attendent pas. Il pivote. Au lieu de continuer vers l'ouest pour sécuriser les ports de la péninsule, il tourne toute son armée de 90 degrés d'ouest en est et commence à se diriger vers Paris. « Monsieur, proteste son état-major, nous n'avons pas sécurisé Brest ou Lorient, ce sont des ports majeurs. Les ports n'ont pas d'importance si nous terminons la guerre, interrompait Patton. Paris compte, l'Allemagne compte. Nous allons vers l'est. En moins de 48 heures, la 3e armée, tous les 4 corps, plus de 200 000 hommes, change de direction et se lance vers l'est. La manœuvre est logistiquement insensée. Tourner une armée entière de 90 degrés alors qu'elle est déjà en mouvement devrait causer le chaos, des embouteillages, des défaillances d'approvisionnement. L'état-major de Patton y parvient par pure détermination et improvisation. Le 10 août, la 3e armée fonce vers le Mans, puis vers la Seine, puis vers la frontière allemande. « Jusqu'où pouvons-nous aller ?» demande Patton à son officier de logistique. « Monsieur, nous sommes déjà au-delà de la portée d'approvisionnement durable. Je n'ai pas demandé si c'était durable. J'ai demandé jusqu'où nous pouvions aller. » L'officier hésite. « Si nous dépouillons les non-essentiels, si nous capturons des approvisionnements allemands, si chaque camion de carburant roule sans arrêt, peut-être jusqu'à la frontière allemande, peut-être. Alors c'est là que nous allons, dit Patton. Section 7, le dilemme d'Eisenhower. 12 août 1944. Quartier général du chef. Eisenhower fait face à une crise de commandement. La 3e armée de Patton avance si vite qu'elle menace de dépasser toute la stratégie alliée. Il est presque à la Seine, rapporte Bradley. S'il traverse, il sera à 120 km en avance sur tous les autres. Ses flancs seront complètement exposés. Que dit Patton ? Demande Eisenhower. Il dit qu'une bonne offensive vaut mieux qu'une défense parfaite. Il veut continuer. Le maréchal britannique Bernard Montgomery, écoutant par téléphone, est furieux. C'est de la folie. Patton viole tous les principes de la guerre organisée. Ces lignes d'approvisionnement sont étirées jusqu'au point de rupture. Une contre-attaque allemande et la 3e armée pourraient être coupées et détruites. Monty a raison, admet Bradley. Patton prend d'énormes risques.
Eisenhower fixe la carte. Patton est représenté par une série de flèches, toutes pointant vers l'est, avançant plus vite que les cartographes ne peuvent mettre à jour. « George, dit Eisenhower au téléphone à Patton, vous avez 96 km d'avance sur le calendrier. Vous dépassez vos approvisionnements. Vous êtes exposé sur les deux flancs. Toutes les règles de la guerre disent que vous devriez vous arrêter, consolider et attendre que le reste de l'armée rattrape. »« Je sais, monsieur, » répond Patton. « Alors pourquoi ne devrais-je pas vous ordonner de vous arrêter ? Parce que les Allemands sont brisés, monsieur, anéantis. Si nous leur donnons le temps de récupérer, ils reconstruiront leur défense et nous nous battrons pour chaque kilomètre. Mais si nous continuons à pousser maintenant pendant qu'ils sont dans le chaos, nous pouvons être en Allemagne avant qu'ils ne récupèrent. Nous pouvons terminer cette guerre des mois plus tôt. À quel prix ? Défie Eisenhower. Si vous vous étendez trop et que vous êtes coupé, vous pourriez perdre toute votre armée. Le risque fait partie de la guerre, monsieur. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter un risque tactique pour un gain stratégique. Eisenhower ferme les yeux. Patton a raison. L'opportunité existe, mais le danger aussi. George, je ne vous ordonne pas de vous arrêter, mais je ne vous donne pas non plus une liberté illimitée. Vous pouvez avancer aussi loin que le carburant le permet. Mais au moment où vous ne pouvez plus maintenir votre position, vous vous arrêtez. Compris, compris, monsieur. Après avoir raccroché, Bradley demande « Avez-vous juste donné à Patton la permission d'avancer aussi loin qu'il le veut ?»« Non, » dit Eisenhower. « Je lui ai donné la permission d'avancer jusqu'à ce qu'il soit à court de carburant, ce qui, selon la logistique, devrait arriver dans environ 3 jours. Et ensuite, nous verrons si Patton peut accomplir un autre miracle. » Section 8. La traversée de la Seine, 19 août 1944. La Seine, la 3e armée atteint la Seine des semaines en avance sur le calendrier. Les forces allemandes tentent d'établir des défenses sur la rive opposée. Patton ne leur laisse pas le temps. Ses ingénieurs improvisent des traversées. Ses chars traversent tagués aux endroits peu profonds. Son infanterie utilise des bateaux allemands capturés. En 36 heures, des éléments majeurs de la 3e armée ont traversé la Seine. Impossible. Un commandant allemand marmonne quand il reçoit le rapport. Patton ne peut pas avoir déjà traversé la Seine. Nous venons de confirmer qu'il était à 80 km. C'était hier, dit son aide. Le commandant fixe. Il a parcouru 80 km en un jour. Apparemment, au chef, quand Eisenhower reçoit la confirmation que la 3e armée a traversé la Seine, il convoque son état-major. Messieurs, la 3e armée a traversé la Seine le 19 août. Notre calendrier original prévoyait qu'ils atteindraient la Seine à la mi-septembre. Patton a 4 semaines d'avance sur le calendrier. La salle est silencieuse. 4 semaines, répète Eisenhower. Cela signifie que nous sommes 4 semaines plus près de mettre fin à cette guerre. Cela signifie des milliers de vies sauvées, des villes non détruites, des mois de souffrance évités. Il regarde la carte, les flèches représentant la 3e armée pointant désormais vers l'Allemagne. Je ne pensais pas que c'était possible, admet-il, mais George m'a prouvé que j'avais tort. Section 9. Fonctionnant sur les vapeurs, 25 août 1944. La 3e armée s'immobilise progressivement, non pas à cause de la résistance allemande, mais par manque de carburant. La pire crainte de Patton se réalise. Ses chars sont littéralement à court d'essence. Des divisions entières cessent d'avancer, simplement parce qu'il n'y a pas de carburant. « Monsieur, nous sommes complètement à sec », rapporte son intendant. « Pas de réserve de carburant, rien. Nous sommes immobilisés jusqu'à l'arrivée des camions de ravitaillement. » Patton est furieux, non contre son état-major, mais contre la situation. Combien de temps ? Peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine, cela dépend des priorités d'allocation. 1 semaine, explose Patton. En 1 semaine, les Allemands reconstruiront leur défense. Nous pourrions être en Allemagne, maintenant, si nous avions du carburant. Il appelle immédiatement Eisenhower. « Monsieur, j'ai besoin de carburant, chaque gallon que vous pouvez épargner. La 3e armée est assise à la frontière allemande et nous ne pouvons pas bouger. » « Je sais, George, mais le carburant est limité. Montgomery reste immobile, » crie Patton. « Je suis à 60 miles du Rhin. Donnez-moi le carburant destiné à Monty et je peux le traverser en 3 jours. » « George, je ne peux pas. Monsieur, nous avons une chance de terminer cette guerre en 1944, avant l'hiver, avant que les Allemands ne se regroupent, mais seulement si nous bougeons maintenant. »
La dispute continue pendant 10 minutes. Finalement, Eisenhower prend une décision qui sera débattue par les historiens pendant des décennies. Je donne la priorité à l'opération de Montgomery. Je suis désolé, George, mais c'est ma décision. Patton raccroche. Il reste assis en silence pendant un long moment, puis il se tourne vers son état-major. Récupérez chaque gallon de carburant que vous pouvez trouver. Fournitures allemandes capturées, véhicules abandonnés, n'importe quoi. Nous ne nous arrêtons pas. Pas quand nous sommes si proches. Section 10, l'arrêt forcé, septembre 1944. La 3e armée reste immobile, brûlant de frustration. Les soldats de Patton peuvent littéralement voir les positions allemandes au loin. Ils sont si proches du Reich lui-même. Mais sans carburant, ils ne peuvent pas bouger. C'est comme se tenir à la ligne d'arrivée et ne pas être autorisé à la franchir, se plaint un officier. Patton visite ses unités avancées en essayant de maintenir le moral. « Nous aurons du carburant, promet-il. Et quand nous l'aurons, nous irons jusqu'à Berlin. » Mais en privé, il est dévasté. Il écrit dans son journal « Nous aurions pu terminer cette guerre avant Noël. Nous avions les Allemands en fuite. Tout ce dont nous avions besoin était du carburant. Mais au lieu de cela, nous nous sommes arrêtés et maintenant ils auront le temps de se reconstruire. Ce retard coûtera des milliers de vies. L'histoire débattra pour savoir si Patton avait raison. Si lui donner la priorité en carburant aurait terminé la guerre plus tôt, si les risques étaient acceptables. Mais une chose est certaine, en août 1944, Patton a déplacé la 3e armée de 100 miles en 48 heures, a traversé la France en 3 semaines et a atteint la frontière allemande des mois avant le calendrier prévu. Et quand Eisenhower a vu jusqu'où Patton était allé, il a dit 5 mots qui capturent à la fois l'admiration et l'incrédulité. « Bon Dieu, il est déjà là-bas !» Section 11. Le verdict historique après la guerre. Les historiens militaires analysent l'avancée d'août de Patton. Les chiffres sont stupéfiants. 10 distances parcourues, plus de 600 miles en 30 jours. Prisonniers ennemis capturés, plus de 100 000. Villes et cités libérées, des centaines. Divisions allemandes perturbées ou détruites, des dizaines. Pertes alliées remarquablement faibles grâce à la vitesse de l'avancée. L'avancée de Patton à travers la France représente l'une des avancées militaires soutenues les plus rapides de l'histoire, conclut une analyse. Il s'est déplacé plus vite qu'Hannibal, plus vite que Napoléon, plus vite que quiconque à l'ère moderne. Un autre historien note que les Allemands ne pouvaient pas se défendre contre Patton parce qu'ils ne pouvaient pas prédire où il serait. Au moment où ils identifiaient Poway sa position et essayaient de réagir, il s'était déjà déplacé ailleurs. Un 3e observe. Patton comprenait quelque chose de fondamental. Dans la guerre mobile, la vitesse est sa propre forme de protection. Une armée qui se déplace lentement est vulnérable aux contre-attaques. Mais une armée qui se déplace rapidement se retrouve derrière les lignes ennemies avant que l'ennemi ne puisse réagir. Les généraux allemands, interrogés après la guerre, confirment cela. Patton était notre cauchemar. Le maréchal Gerd von Rundstedt admet « Nous pouvions gérer Montgomery. Il était prévisible, méthodique. Mais Patton, il apparaissait là où il ne devrait pas être, se déplaçait plus vite que ce qui devrait être possible, attaquait quand nous nous attendions à ce qu'il se défende. Le combattre, c'était comme combattre un fantôme. » Conclusion, 4 août 1944. Eisenhower se tient au-dessus d'une carte, fixant des marqueurs de position qui ne devraient pas être là où ils sont. « Bon Dieu, dit-il doucement. Il est déjà là-bas. » 5 mots qui résument toute la carrière de Patton. Le général qui était toujours en avance sur le calendrier, en avance sur les attentes, en avance sur ce que quiconque pensait possible. L'homme qui a parcouru 100 miles en 48 heures, qui a traversé la France en 3 semaines, qui a atteint la frontière allemande, alors que d'autres armées se battaient encore en Normandie. Comment a-t-il fait? Les gens demandaient alors, les gens demandent maintenant. La réponse est compliquée, leadership agressif, tactique brillante, logistique improvisée, audace pure et une volonté de prendre des risques qui mettaient mal à l'aise les commandants conventionnels. Mais peut-être que la réponse la plus simple est celle-ci. Patton refusait d'accepter qu'impossible signifie impossible. Quand on lui disait qu'une avancée ne pouvait pas être faite aussi rapidement, il le faisait quand même.
Quand on lui disait que les lignes d'approvisionnement ne pouvaient pas soutenir une avancée aussi rapide, il trouvait un moyen. Quand on lui disait de ralentir et de consolider, il accélérait à la place. Bon Dieu, il est déjà là-bas n'était pas seulement de la surprise, c'était de l'admiration, de la frustration, de l'incrédulité. C'était Eisenhower reconnaissant que Patton avait fait quelque chose qu'aucun planificateur militaire ne pensait possible. Et il l'avait fait si vite que même ses propres commandants ne pouvaient pas suivre. En août 1944, alors que d'autres armées donnaient mesurer les progrès en miles par jour, Patton mesurait les progrès en miles par heure. Et il a prouvé qu'à la guerre, la vitesse n'est pas seulement un avantage. Parfois, c'est tout. Bon Dieu, il est déjà là-bas. Les 5 mots qui définissent Patton, le général qui était toujours quelque part où il ne devrait pas être, faisant quelque chose qu'il n'était pas censé pouvoir faire.